Bonjour à tous. Je sais que c'est la dernière présentation avant le déjeuner, donc je vais essayer d'être bref et concis et nous laisser un peu de temps pour les questions à la fin si vous le voulez bien. Donc je vais vous parler aujourd'hui de privacy. Je vais beaucoup utiliser ce mot au lieu de protection de la vie privée. On n'a pas de mots en français qui nous permettent de le faire de façon aussi concise que privacy. Désolé pour le franglais. Et donc je vais essayer de parler de ça dans le cadre de ce qu'on appelle habituellement des architectures de données modernes. Pour des praticiens de la donnée comme vous, je pense que c'est quelque chose d'assez maintenant communément admis. Et donc je vais commencer par introduire un peu ce concept de façon très générale. Donc les architectures de données modernes, en fait, ça fait référence à une espèce de structuration de l'architecture de données qui va inclure et formaliser tous les traitements qu'on va faire sur la donnée à partir de son ingestion, c'est-à-dire des données de source, sa structuration, éventuellement dans des bases de données, dans des data lakes, pour après arriver à l'usage qui peut être soit de l'usage analytique, soit de l'usage prédictif par des méthodes d'IA ou de machine learning, pour après la rendre disponible à des utilisateurs, à des applications, à des devices. Ces architectures se sont imposées au fur et à mesure comme étant une brique essentielle pour permettre la gestion de données qui dernièrement ont cru de façon exponentielle. Et aussi de façon à modulariser et à permettre un déploiement sur le cloud d'un ensemble de services qui peuvent être interconnectés et parler entre eux. Et donc ce qui m'intéresse particulièrement, ce qui nous intéresse particulièrement chez AlterID, c'est plutôt la partie privacy et protection de la vie privée dans ces architectures de données. Ça a été imposé de facto par la réglementation, par le RGPD, et ça vient avec un certain nombre de principes et de concepts assez basiques qui sont la minimisation de données, la limitation de durée de conservation, les accès sécurisés et contrôlés des utilisateurs à leurs données, avec un but qui est de garantir qu'on va utiliser les données pour les motifs pour lesquels ils ont été récoltés, et uniquement pour ces motifs-là, dans la mesure du possible. Pour ce faire, il y a toute une palette d'outils et de technologies qui vont nous permettre de réaliser cette protection de la vie privée dans ces environnements-là. Je vais commencer par le bas. Les méthodes qui sont les plus utilisées et les plus connues, qui sont celles de la gestion de l'accès et de la gouvernance. Ces méthodes sont assez diffusées et vont permettre d'associer des droits d'accès, des autorisations à des usages de données. On a, dans une deuxième partie, toutes les méthodes de chiffrement, c'est-à-dire d'encrypter les données pour les utiliser, de les protéger et d'en autoriser l'accès que pour les gens qui vont disposer des clés de déchiffrement. Et au final, une catégorie d'outils un peu moins connus, un peu moins diffusés, qui sont les outils d'anonymisation et de pseudonymisation, qui sont des techniques qui vont permettre de transformer les données personnelles de façon à les rendre anonymes ou pseudonymes. La différence entre les deux va avoir une interprétation différente si on se place d'un point de vue technique ou d'un point de vue juridique. Et ces techniques-là vont nous permettre de notamment limiter les accès, limiter l'accès à une identification d'une personne dans un dataset. Je vous montre juste cette image qui est un peu une catégorisation de l'ensemble des données qu'on va manipuler comme données à caractère personnel dans un système de données.
vous voyez qu'il y a énormément de catégories. On va pas parler de tous, mais pour simplifier, on va partir de données qui sont des données on va identifier totalement toutes les personnes, à un bout de spectre où on va avoir des données anonymisées dans lesquelles on va identifier personne. Et entre les deux, il y a tout un tas de niveaux d'anonymité qui vont nous permettre de réaliser un certain nombre de tâches étant dans le cadre réglementaire. Donc, nous, chez AlterID, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'offrir une palette d'outils qui va permettre à des praticiens de la donnée de gérer l'ensemble de cette chaîne de traitement des données à caractère personnel. Donc, on a des outils de détection qui vont permettre, dans un ensemble, dans une base de données, de détecter ce qu'on appelle des PII, c'est-à-dire les identifiants directs dans des données, de scorer des risques qui sont associés à la présence de données personnelles dans des bases de données. Mais on va aussi offrir des outils qui vont permettre de protéger des données en les pseudonymisant, en les anonymisant, voire en masquant des parties, en les tokenisant. Et au final, on va aussi offrir un certain nombre d'outils qui vont permettre toute la partie de compliance, c'est-à-dire de la communication avec les organes régulateurs, notamment la CNIL en France. Donc pour ce faire, le masking et la tokenisation sont des concepts qui sont assez particuliers à la privacy, qui vont, une fois qu'on a détecté un certain nombre d'éléments personnels dans un dataset, décider quel traitement on va lui appliquer. En règle générale, quand on a le nom et le prénom d'une personne, on sait se relier à cette personne-là. Et assez souvent, ce qu'on va choisir de faire, c'est soit de masquer complètement ce nom et ce prénom-là pour un jeu de données, soit les remplacer éventuellement par des noms factices qui vont en jouer le rôle. Mais on a un certain nombre de données structurées qui sont assez particulières, qui vont contenir une information de par leur structure. Et dans ces cas-là, notamment ici, dans cet exemple, dans l'exemple du numéro de sécurité sociale, on parle de tokenisation dans la privacy, c'est-à-dire qu'on va enlever de la donnée une partie qui est fortement identifiante, tout en gardant dedans un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'analyser ces champs de données, en tirer un certain nombre d'informations. Sur un numéro de sécurité sociale français, le premier chiffre va vous donner le genre de la personne, le deuxième l'année de naissance, le mois de naissance et le département. Donc si vous voulez analyser un certain nombre d'enregistrements médicaux qui vont contenir le numéro de sécurité sociale et que vous voulez quand même faire une partie d'analyse de la population, vous n'avez pas besoin d'identifier directement des personnes, vous avez juste besoin d'avoir ces informations-là qui vont vous permettre l'étude éventuellement épidémiologique ou autre. Et après, on a un certain nombre d'informations qui sont plutôt des informations ou des variables numériques associées à des individus qui, elles, vont être en réalité, en tant que telles, pas directement identifiantes, mais mises bout à bout, vont permettre d'identifier une personne. C'est-à-dire, si on prend par exemple dans le domaine médical, l'ensemble des analyses que vous avez faites sur un an ou deux, en fait, et on les prend comme variables numériques, cet ensemble de variables numériques-là, mises bout à bout, vont créer une signature quasi unique pour vous, qui va permettre de vous identifier. Et donc, pour ça, on a développé une méthode qui s'appelle Permutation Privacy, qui va prendre, donc, par exemple, une grosse matrice où on a des individus avec des variables associées, et on va en générer des réplicas qui sont des réplicas anonymisés dans le sens où on va commencer à jouer avec les différentes variables et on va les déplacer d'un individu à l'autre, mais en contrôlant
déviation par rapport à la distribution statistique qu'il y a dans le dataset original. C'est-à-dire que ça nous permet de générer à partir d'une même base de données plusieurs qui vont servir à des usages différents. Si vous voulez, par exemple, faire du machine learning, vous avez très envie de rester très très proche de la distribution statistique originelle que vous aviez. Si vous voulez utiliser votre base de données pour tester votre logiciel, à ce moment-là, cette distribution statistique devient un peu moins importante. Vous pouvez vous éloigner un peu plus et vous obtenez un niveau de confidentialité un peu plus important, tout en gardant des données avec exactement le même format. Donc, le troisième concept que je voulais aborder dans cette présentation, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les usages secondaires de la donnée. Est-ce que si je fais un sondage rapide, est-ce que ça vous parle à tous quand je vous dis usage secondaire de la donnée? Ceux à qui ça parle, si vous pouvez bien lever la main. Ok, pas beaucoup de monde. Donc, dans la réglementation, notamment le RGPD, on va définir un cadre juridique sur la récolte et l'utilisation des données. Et donc le cadre impose de dire à ses clients, à ses utilisateurs, la raison pour laquelle on a collecté les données et ce qu'on va en faire. En règle générale, nous le savons tous, quand on a des données, on a très très envie d'en faire plein de choses. Même des choses qui ne sont pas autorisées, même des choses pour lesquelles on n'a pas informé nos utilisateurs ou nos clients au départ. Donc on va pouvoir, par exemple, prendre des exemples dans la santé où, en réalité, un hôpital va collecter énormément de données de santé sur ses patients pour les traiter. La finalité initiale, c'est de traiter les patients. Ce n'est pas de faire de la recherche. Ce n'est pas de faire des études épidémiologiques. Ce n'est pas de faire de la prévention, même si on peut classer la prévention dans le traitement. Et donc pour ce faire, quand on veut faire ces activités-là dans le domaine de la santé, quand on veut faire de la recherche, quand on veut travailler sur les données pour étudier une maladie particulière dans la population, des choses comme ça, soit on va revenir à tous les patients, à tous les utilisateurs et leur demander leur autorisation pour figurer dedans, donc c'est du consentement explicite, ou alors, si on a un outil qui va nous permettre d'anonymiser suffisamment ces données-là pour ne plus avoir nos patients, nos clients, nos utilisateurs comme des personnes identifiables, elles sortent automatiquement du cadre du RGPD et on n'a plus à leur demander leur consentement. Mais en plus de ça, ces données-là qui vont transiter vers des acteurs extérieurs ou chez des partenaires éventuellement, vont être un peu plus protégées et permettre un respect de la vie privée de l'ensemble des utilisateurs qu'il y a dans la base de données. Donc ces cas d'usage de données secondaires, on les a classés, nous on les classe en général dans 3 catégories. Donc tout ce qui est analyse de données, que ce soit de l'analytique ou de l'analyse prédictive, IA ou machine learning. Là-dedans, en fait, on a envie de faire des stats, on a envie de faire de la data science sur des données. On a une catégorie qui est plus sur la collaboration ou le partage de données, des éléments qui vont arriver de plus en plus avec les nouvelles réglementations européennes, style DGA ou Data Act. Et donc là, le partage de ces données-là, notamment entre plusieurs organismes, va imposer le respect du RGPD, donc le fait d'anonymiser ces données-là. Et finalement, un use case qu'on a énormément, en fait, qui est demandé chez beaucoup de gens, c'est les données de test. Vous collectez des données, vous avez une équipe de développeurs, vos développeurs ont envie de travailler sur des bases de données qui sont les plus proches possibles de la base de production. Et en réalité, le RGPD ne vous permet pas de le faire. Donc pour ce faire, en fait, on offre des solutions pour permettre de générer à partir d'une base de données un clone qui va être à usage exclusif des développeurs, éventuellement avec du watermarking qui permettra de tracer s'il y a jamais eu malveillance ou s'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Donc, sur ce spectre-là de l'usage entre la donnée brute
et la donnée complètement non identifiable que je montrais tout à l'heure dans l'espèce de matrice où il y avait les différentes catégories. Nous, on a développé une solution qui va nous permettre de nous balader entre l'utilité d'un dataset et son niveau de confidentialité et de générer des clones qui vont permettre les différents usages en fonction du degré de privacy qui est considéré comme acceptable pour ces usages-là. Alors, maintenant, comment on réinjecte ça dans des architectures de données qui vont être respectueuses de la vie privée? En règle générale, on dit souvent que la gouvernance est l'outil ultime. Ça a été admis pendant les 15-20 dernières années. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas le cas. En fait, en réalité, la gouvernance, c'est beaucoup de juridique. C'est des contrôles d'accès, mais qui ne vont pas protéger des erreurs, qui ne vont pas protéger des malveillances, et que les contrôles de gouvernance, en règle générale, dès que les données sortent de votre organisation, ben, vous n'avez plus de contrôle dessus. Vous n'avez plus d'outils qui vont travailler dessus. Et donc, si je reviens sur le schéma classique des architectures modernes, où là je les structure un peu différemment, c'est-à-dire les sources de données, l'ingestion, les data lakes ou les data stores, et après les usages qu'on en fait, notre proposition à nous, c'est plutôt de sortir la privacy qui est ici mise dans la case de gouvernance et de la déplacer vers la case du data store en ayant un contrôle sur la qualité de ces données anonymisées qui vont être générées au besoin sur les différents use cases, de façon à ne plus s'appuyer uniquement sur un mécanisme ad hoc de contrôle, mais plutôt inoculer l'anonymisation ou la pseudonymisation des données dans les datasets eux-mêmes. Et on va faire ça en se basant sur une sous-architecture relativement simple qui va nous permettre de prendre une source de données, d'en générer une version qui est très très fortement anonymisée et un ensemble de clés qui va nous permettre par la suite de générer des datasets réplicas des données sources qui vont servir à des usages différents. Et la finalité de ce qu'on espérait obtenir assez rapidement, c'est d'obtenir ce type d'architecture comme étant une brique essentielle dans ce qu'on appelle en général les consumer datasets, qui sont les datasets qui vont servir à différents cas d'usage pour de l'analytique, pour du machine learning ou pour de l'analyse avancée. À côté de ça, il y a la troisième partie que j'avais mentionnée au départ, qui est la partie de compliance et de contrôle. On a développé des outils qui vont nous permettre, sur un dataset qui a été anonymisé ou pseudonymisé, un scoring de la privacy, mais aussi de la perte d'information. Quand on parle, nous, de perte d'information, c'est au sens statistique du terme. Et donc, on est en mesure de dire, pour certains cas d'usage, que le maximum de privacy que vous pouvez obtenir sans trop perdre trop d'informations qui vont vous permettre de faire la tâche que vous voulez faire, c'est celui-là, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et donc, pour en revenir au défi qu'on va avoir dans les futures années, c'est arriver à cet équilibre entre l'utilité et la privacy. Et le but pour tout utilisateur de données ou pour tout praticien de la donnée, c'est de maximiser l'utilité des données qu'il va avoir à disposition, tout en respectant la vie privée et le consentement des utilisateurs, des patients, des individus qui sont dans son dataset. Et donc pour ça, on a développé des solutions qui vont permettre l'automatisation et l'opérationnalisation de ces méthodes de façon à les intégrer le plus simplement possible dans des architectures de données. Et ces besoins-là vont être de plus en plus importants maintenant avec l'émergence ou le développement qui est de plus en plus important de l'IA et du machine learning. Vous avez entendu plein de présentations sur ça depuis le début de la matinée.
l'usage de données personnelles pour entraîner des modèles d'IA ou des modèles de ML devient de plus en plus problématique. Il y a eu d'ailleurs hier une décision de l'autorité belge, l'équivalent CNIL belge, en fait, qui oblige une banque, Y-Bank, à réentraîner ces modèles s'ils ont un opt-out. C'est-à-dire que si un utilisateur dit ben, « moi je veux sortir de vos données d'entraînement du modèle de machine learning ben, », la solution actuelle qu'a une entreprise, c'est de réentraîner de zéro le modèle. Et bon, avec les techniques qu'on vous a présentées, c'est, on va dire, une solution on va dire, alternative à ça, qui va permettre, au lieu de réentraîner ce modèle-là, de dire ben, les gens dedans ne sont pas identifiables, donc du coup, on est hors cadre RGPD, on peut continuer à utiliser ces données. Et donc, l'évolution sur les architectures de données, c'est justement de s'adapter, de devenir de plus en plus flexible et d'intégrer des outils de ce genre qui vont permettre de produire des données sur lesquelles on va travailler qui vont être respectueuses depuis la conception de la vie privée des utilisateurs. Voilà, donc ça conclut un peu ma présentation. Donc ces nouvelles évolutions vont être de plus en plus importantes plus on avance dans l'adoption des différentes réglementations, alors pas seulement les RGPD, mais aussi le DGA, le DA, l'IA Act et compagnie. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? On a quelques minutes pour ça. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Moi, j'aurais une question pour savoir s'il existe des modèles ou mixtes ou qui permettent de faire, j'allais dire, du retour arrière, par exemple. Imaginons qu'on ne veut pas que les gens on trace leur comportement d'achat alimentaire, parce que voilà, on considère que c'est de la vie privée, mais en même temps, le jour où il y a un rappel de l'eau parce qu'il y a une contamination, on voudrait quand même pouvoir cibler et pouvoir s'adresser aux personnes en direct en disant bah, jetez ce que vous avez acheté parce qu'il y a un danger. D'un point de vue technique, il n'y a pas spécialement de problème à ça. C'est plus une notion juridique. C'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure de la différence entre pseudonymisation et anonymisation, d'un point de vue juridique, quand il y a possibilité de revenir en arrière, on est dans le cadre d'une pseudonymisation. On n'est plus dans le cadre d'une anonymisation. Et là, les données continuent à être sous le cadre du RGPD parce qu'à un certain moment, il y a une clé de décryptage quelque part qui va permettre ce retour arrière. Donc la réversibilité implique, d'un point de vue juridique, que forcément, on est dans un cadre de pseudonymisation. D'un point de vue technique, en fait, oui, on peut. D'autres questions ? Entre l'engagement, enfin, le souhait de quelqu'un de vouloir être complètement anonymisé, de protéger ses données perso, et quelque part l'obligation qui pourrait être faite de retrouver quelqu'un qui a fait un achat pour pouvoir... comment on concilie les deux, en fait? Je parle fort, mais pas tant que ça. Alors, non, en réalité, si vous revenez à ce schéma-là, c'est... à un certain moment, j'ai essayé de passer, je suis passé peut-être un peu trop rapidement sur ce que j'appelais les usages secondaires et ainsi de suite. C'est plus le séparer à ce niveau-là. C'est-à-dire ici, vous avez votre base de données de production dans laquelle il y a vos utilisateurs, il y a vos rappels de produits, il y a toutes les informations qui vous servent à opérer au quotidien. Donc, dans celle-là, les gens ils sont identifiables à 100%. Si vous devez faire un rappel de produit, vous allez utiliser votre base originale qui est votre base produit. Mais par contre, quand vous voulez aller regarder leurs habitudes, aller leur proposer, leur faire de la recommandation, des choses comme ça,
Notre préconisation à nous, c'est de ne pas utiliser cette base-là où ils sont identifiables à 100%, mais par contre, d'en utiliser un réplica anonymisé qui va vous permettre de faire cette opération-là sans mettre en danger leur vie privée. On a d'autres questions? Ouais, je vois au fond. C'est un peu plus une réflexion justement sur l'utilisation des IA. J'imagine que les fournisseurs ou les entreprises, ou en tout cas l'idée de l'IA, ça va être d'être hyper spécialisé, hyper personnalisable, donc être 100% basé sur notre personne. Et du coup, on perd un peu cette idée aussi de privacy, quoi. Si on veut une IA générative qui répond à nos besoins les plus précis en tant que personne, bah, il faut absolument lui donner nos propres données. Donc je ne sais pas comment est-ce que ça peut fonctionner après derrière. À alimenter une IA générative qui va être spécialisée pour moi et à qui je vais tout donner, chacun choisit. Mais par contre, les usages actuels ont plutôt tendance à dire on demande à personne son avis, on va utiliser les données de tout le monde. Donc et à partir de là, si à un certain moment vous donnez votre consentement pour l'usage complet de la totalité de vos données, de façon à avoir une IA générative qui fonctionne, qui est super spécialisée sur vous, c'est votre choix. Mais par contre, dire on utilise les données de 65 millions de Français pour entraîner un modèle génératif, un LLM ou autre par ailleurs, c'est pas seulement les IA génératives, là ça commence à poser un problème. Et en réalité, il y a des usages utiles. On veut faire de la prédiction sur des choses, sur du trafic routier par exemple. Mais pour autant, on n'a pas besoin d'avoir le détail des trajets de tout le monde. Et quand on commence à parler là-dessus, les usages de l'IA, pour l'instant on est vraiment très très concentré sur les IA génératives, ça va passer. L'IA on en fait depuis 30 ans, 50 ans et de façon très très structurée et industrielle depuis une quarantaine d'années. Il y a des usages qui sont là tous les jours sur vos téléphones et ces usages-là, en fait, on utilise énormément de données personnelles pour les obtenir. Notre discours, c'est de dire on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'aller au niveau de granularité dans les datasets qui sont utilisés pour l'entraînement au niveau de l'individu. Et à partir de là, on peut très bien anonymiser des datasets pour pouvoir les utiliser pour avoir des comportements généraux, pour apprendre des choses sur des populations, sans pour autant alimenter ces IA-là avec la totalité des informations personnelles de tout le monde. Mais là, on commence à partir sur la discussion philosophique plus que... Merci pour la présentation. Dans le cadre de la réutilisation de données sans consentement direct, est-ce qu'il y a l'émergence de standards qui permettent de définir exactement quel genre de manipulations sont nécessaires pour authentifier l'anonymisation? Et peut-être une deuxième aussi question, est-ce que dans votre pratique, les techniques d'anonymisation que vous avez mises en place, est-ce qu'elles impactent plus ou moins certaines classes d'algorithmes? La réponse sur le juridique, c'est non, en fait. Et la CNIL, par exemple, refuse de se prononcer de façon générale sur une méthode. Donc, il se prononce sur des cas d'usage. Donc, ça, c'est pour la première partie. Après, on a, nous, dans l'outillage qu'on a développé, notre philosophie par rapport à ça, c'est de dire, pour un cas d'usage donné, on va aller sur ce niveau d'anonymisation, parce que c'est le niveau d'anonymisation maximum avec lequel on peut continuer à faire la tâche en question. Et en fait, ça répond d'une certaine façon au principe de minimalité qui revient à différents endroits dans RGPD.
Et dans les discussions qu'on a avec la CNIL, le fait d'arriver à le prouver, c'est-à-dire quantifier le risque et dire ça c'est le risque, disons minimum que je peux obtenir, tout en continuant en faisant cette tâche. Pour la deuxième question, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis déjà un peu, enfin presque 1 an et demi. On est en train de développer donc en gros un gros dataset sur plusieurs types de distribution de données, plusieurs algorithmes, avec l'effet des notre technique d'anonymisation sur l'efficacité de ces algorithmes. Donc pour chacune des algorithmes, si vous prenez un SVM pour faire de la classification, on va vous dire, si vous avez telle distribution dans votre dataset, voilà le niveau maximum de privacy que vous pouvez obtenir. Et ce dataset-là, on va, à un moment ou à un autre, quand on aura fini de traiter les 44 méthodes qu'on a sélectionnées, on va le publier sur GitHub avec l'ensemble des données et les résultats. On va s'arrêter là, je pense. Ah, peut-être allez, une dernière question. Merci. Je n'ai pas compris si vous attaquez uniquement à des données structurées ou aussi à des textes libres ou d'autres types de données comme des images. Pour l'instant, on fait de la donnée structurée, de la détection d'identifiants directs dans des données textuelles. C'est-à-dire que si vous avez une lettre d'un médecin, par exemple, dans laquelle il y a vos informations personnelles, on va arriver à détecter dedans votre nom, votre prénom, votre adresse, éventuellement les pathologies qui vous sont associées, leurs ensembles. Donc on fait de la détection dans des textes d'informations personnelles. On travaille beaucoup sur les données structurées, donc sur des bases relationnelles ou des bases NoSQL ou des column-based. Et on a quelques tracks R&D sur d'autres catégories de données qui sont l'imagerie médicale, donc des radiographies ou des IRM. On va s'arrêter là du coup. Merci encore Adil pour le talk.